Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette visioconférence concernée sur le thème de l'expérience collaborateur en restitution des principaux résultats du baromètre 2023 de l'expérience collaborateur. Je suis Thomas Chardin, je suis le dirigeant fondateur de Parlons RH et c'est avec beaucoup de plaisir, presque de passion que je suis là avec vous. Donc n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat dès maintenant, comme vous le faites très bien. Ça va trop vite pour citer tous les prénoms. Bonjour Sandrine, bonjour Maxime, bonjour Kylian, bonjour Mélanie, bonjour Chloé. N'hésitez pas à vous présenter, à dire en 2 mots quelle est votre société, où vous vous situez en zone géographique. On a toujours énormément de plaisir à voir qu'on couvre toute la France et même ailleurs, toute la francophonie. Donc, n'hésitez pas à vous saluer les uns les autres. On s'appelle Parlons RH et le but, c'est de pouvoir échanger. Échanger sur quoi? Eh bien, sur l'expérience collaborateur. Je vais commencer par vous proposer une définition qui est ce qu'elle est, je dirais. C'est juste pour qu'on se mette bien d'accord sur ce que recouvre ce concept, cette notion. Donc, je vous propose la définition suivante et pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je prends mes notes. L'expérience collaborateur, c'est l'ensemble des interactions et expériences vécues par un collaborateur au sein de l'entreprise dans les moments clés de son parcours. Alors évidemment, du recrutement au départ, on parle souvent de ces 2 étapes, mais il ne faut pas oublier que l'expérience collaborateur, elle commence avant le recrutement et elle peut se poursuivre après le départ. Donc l'expérience pendant les moments clés du parcours professionnel, l'embauche, le départ, mais aussi un changement de poste, une mobilité, une formation particulièrement importante ou une rémunération particulièrement importante, je vous le souhaite. Donc dans ces moments forts, mais aussi dans le quotidien le plus prosaïque, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez au bureau, à l'entreprise, si vous n'êtes pas forcément au bureau, qu'est-ce qui se passe à la machine à café, quelle est la qualité des relations sociales que vous avez, est-ce qu'il y a des team building, est-ce qu'il y a des réunions, comment ça se passe, donc les moments les plus prosaïques, encore une fois, du quotidien professionnel. Voilà, c'est ça l'expérience collaborateur, on peut la définir comme la somme en fait des ressentis du salarié vis-à-vis de sa situation de travail. Donc ça la concerne à la fois, je dirais, des aspects matériels très concrets, comme les conditions de travail, quelle est l'épaisseur de la moquette, quelle est la qualité éventuelle de l'ordinateur si vous en utilisez un, quelle est la rémunération aussi, c'est un des éléments factuels, concrets, quantitatifs, les locaux, et aussi les tâches ou la nature des tâches qui sont liées à votre activité. Donc ça concerne les aspects matériels et bien sûr aussi les aspects immatériels comme la reconnaissance, le sens que vous pouvez avoir au travail, l'image que votre activité, votre entreprise vous renvoie ou renvoie au marché. Ça concerne bien évidemment aussi la culture managériale. Donc vous voyez, l'expérience collaborateur, c'est assez large et en même temps circonscrit à l'ensemble de ces interactions et de ces émotions que vit le collaborateur durant son parcours professionnel. Voilà ce que je vous propose, ce sur quoi je vous propose d'échanger aujourd'hui pendant 45 minutes, mais je vais essayer de limiter le plus possible mon propos pour qu'on soit le plus possible aussi dans l'échange. Vous avez une boîte de chat sur laquelle vous pouvez émettre un certain nombre de commentaires et vous faire coucou les uns les autres, mais vous avez aussi une boîte de questions et c'est cette boîte à questions que je vous invite à utiliser le plus souvent possible à mon intention. Vous pouvez aussi voter sur les questions des autres, ce qui me permet moi d'adresser les questions par ordre de priorité. Voilà. Alors, il se peut qu'il y ait beaucoup de questions et c'est tant mieux. J'espère qu'on pourra toutes les adresser, on verra. Au regard de la définition que j'ai donnée d'ailleurs de l'expérience collaborateur, vous pouvez l'ajuster, l'amender, la corriger, la contredire et en proposer une autre. N'hésitez pas, c'est bien fait pour ça, cette visioconférence, pour pouvoir échanger sur cette thématique. Voilà en guise d'introduction. Je vais donc vous présenter les principaux résultats du baromètre 2023, mais je voudrais vous dire avant que c'est une enquête annuelle qu'on mène chez Parlons RH et qui suit l'évolution de l'expérience collaborateur depuis 6 ans. À chaque année, évidemment, on suit donc l'évolution de la pratique, mais on fait aussi un focus sur une thématique bien particulière. En 2008, c'était l'appréhension du concept. En 2019, c'était plutôt les liens, la corrélation avec les pratiques de marketing RH. En 2020, c'était les freins et les leviers pour permettre le déploiement de l'expérience collaborateur. En 2021, évidemment,
la crise. En 2022, j'ai envie de dire, évidemment, l'hybridation. Et en 2023, par évidence, dans la continuité, on a fait un focus sur le rôle des managers. Et c'est ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Ça, c'est les éléments de contexte. Je précise un élément extrêmement important à ce niveau-là, c'est que ce baromètre ne pourrait avoir lieu sans nos ou notre partenaire. En 2023, notre partenaire, c'est la société UKG. Vous avez son logo en bas à droite, donc ça me permet de renouveler mes remerciements à leur attention, car pour pouvoir faire ce baromètre, cette étude, on a évidemment besoin de partenaires et de sponsors. Merci à UKG et à toute la team marketing d'UKG. L'échantillon, sur quelle base, en fait, s'appuie cette enquête nationale, puisque c'est le baromètre national de l'expérience collaborateur vu par les acteurs RH. Merci Yaya, j'espère que je n'écorche pas votre prénom. Le webinaire est-il enregistré? Je vous réponds oui, il est enregistré et vous aurez un replay sur la chaîne YouTube accessible sur la chaîne YouTube de Parlons RH. L'échantillon, il est particulièrement représentatif puisqu'il est avec plus de 683 professionnels répondants. Ce qui est très conséquent en B2B, si vous prenez d'autres enquêtes RH qui existent, vous avez de temps en temps 100, 200 répondants, 300 répondants, rarement plus. Je parle bien en approche B2B, pas quand on interroge les Français pour savoir ce qu'ils vont voter. Là, c'est généralement plus de 1000. Donc, c'est une base très conséquente. C'était une enquête en ligne qui a été effectuée du 5 décembre 2022 au 16 février 2023. On a 2/3 de professionnels RH répondants, 64%, pardon. C'est très classique dans nos baromètres. On est entre 66 et 64%, donc on est vraiment dans le standard. On a 15% de professionnels qui travaillent chez un prestataire RH, des organismes de formation, des cabinets de conseil en RH, des éditeurs de solutions, qui nous donnent un regard parfois différent sur l'expérience collaborateur et l'évolution de la pratique. C'est peu vrai en 2023. Et enfin, on a une personne sur 5, 21%, qui viennent d'autres fonctions, qui sont des collaborateurs non RH, des managers, des professeurs. On a pas mal de professeurs et d'experts qui donnent leur point de vue et qui sont aussi notés ici. En termes d'effectifs, vous voyez qu'on couvre en fait toutes les tailles d'effectifs, mais avec une forme de surreprésentation des très grandes entreprises et des grandes entreprises et des ETI. Je rappelle qu'en France, 99,8% des entreprises ont moins de 250 salariés. Nous ne sommes pas représentatifs de ce tissu économique français. Nous sommes représentatifs de la présence de la fonction RH dans les organisations, donc plutôt dans les grandes organisations, dans les moyennes ou dans les ETI, ce qui est notre cas, parce que là, si on fait la somme, vous voyez, vous avez la majorité, 54%, qui sont dans des entreprises de plus de 250 salariés. En termes de secteur d'activité, on est aussi alors bien représentatif, puisqu'on est beaucoup dans le tertiaire, mais je vous rappelle que 80% des salariés travaillent dans le secteur tertiaire aujourd'hui en France. Donc, on a 30% dans le service aux entreprises, 13% dans l'industrie et le BTP, 12% dans la banque, finance, assurance, 11% dans les télécoms, 10% dans le secteur public. J'arrête là. Vous avez évidemment tous les détails dans le baromètre et je vais essayer de concentrer mon intervention sur les éléments clés, les enseignements clés de cette édition, sachant que y a évidemment énormément de détails, de chiffres, d'indicateurs dans le baromètre que je vous invite à télécharger, qui est en accès gratuit. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à le télécharger ou à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions, non pas dans le chat, mais dans la boîte à questions. N'hésitez pas dès maintenant à poser un certain nombre de questions, ça pourra orienter mon propos. Premier enseignement de ce baromètre qui, chaque année, nous surprend, c'est qu'on continue à avoir une expérience collaborateur pied au plancher, avec une forme de croissance, alors je ne vais pas dire exponentielle, mais très soutenue et très régulière. Vous voyez qu'on est passé de 25% de taux d'équipement, en tout cas de taux de pratique, une entreprise sur 4 qui avait initié une démarche d'expérience collaborateur, à 2 entreprises sur 3, aujourd'hui en 2023, 66%.
d'entreprises qui ont initié une démarche d'expérience collaborateur. C'est un taux de développement incroyable pour la fonction RH et pour les entreprises de se mettre à cette démarche aussi rapidement. On va voir justement des éléments qui pourraient nuancer par la suite ce fort développement. Mais statistiquement, ça se développe très fortement. 3 raisons pour cela. La première, c'est par mimétisme entrepreneurial. En gros, il y a une diffusion de la pratique par les porosités de la collaboration des grandes entreprises vers les moyennes entreprises, vers les ETI, vers les PME, vers les TPE. En termes de statistiques, on a 74%, donc 3 entreprises sur 4 qui ont initié une démarche d'expérience collaborateur, qui ont mis en pratique une démarche d'expérience collaborateur dans les entreprises de plus de 5000 salariés, 75%. On est à 69% pour 1000 à 5000 et 59% de 10 à 250. Vous voyez, en fait, plus on descend en taille, plus le taux de la pratique diminue, mais ce ne sont pas des écarts non plus extrêmement importants. Et ce sont des écarts qui se réduisent avec le temps. Donc, la pratique se développe par une forme de démocratisation et mimétisme entrepreneurial. Ça, c'est le premier point, la première raison. La deuxième raison, c'est évidemment l'effet accélérateur qu'a eu la crise sanitaire, un magnifique coup de projecteur sur l'expérience collaborateur. Si on peut dire que la crise sanitaire a eu du bon, évidemment, il faut raison garder sur le sujet, mais ça a au moins permis d'accélérer la mise en pratique d'un certain nombre de démarches d'expérience collaborateur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle permet d'avoir une expérience collaborateur de mieux accompagner, de s'adapter à ces évolutions. On le verra également par la suite. En fait, dans les entreprises qui ont déployé une démarche d'expérience collaborateur, on a des salariés qui sont plus engagés et on a moins de salariés moins engagés. On le verra statistiquement peut-être à la fin si on a le temps. Donc, l'expérience collaborateur étant une bonne réponse à la crise sanitaire, évidemment qu'elle a accéléré sa mise en œuvre. Par ailleurs, il y a tout un certain nombre de tendances. Alors, on peut l'appeler talent war, guerre des talents, quiet quitting, great resignation, tout un ensemble de phénomènes. Et là aussi, l'expérience collaborateur est une bonne réponse à l'ensemble de ces enjeux systémiques. Alors, c'est une réponse systémique à l'ensemble de ces problématiques très transversales et très variées, la quête de sens, notre rapport au travail qui change. L'expérience collaborateur crée une forme de magnétisme, en tout cas pour l'entreprise. Et si on travaille bien son expérience collaborateur, ça permet, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions qui permet d'adresser tous ces enjeux-là. Et donc, comme d'une certaine manière, ça marche et on en tire les bénéfices, là encore une fois, par mimétisme entrepreneurial, si chez le voisin ça marche, pourquoi pas chez moi, et ça me donne envie de poursuivre. Premier message important, l'expérience collaborateur continue à fortement se développer, même si les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Pour l'instant, nous sommes à 2/3 des entreprises qui ont initié une démarche d'expérience collaborateur. On distingue durant tout le baromètre les entreprises qu'on appelle les pratiquantes, c'est les 2/3 ici, et les entreprises non pratiquantes, celles qui n'ont pas initié de démarche quelconque sur le sujet. Et en fait, à chaque fois, on essaye de regarder dans les résultats, je ne ferai pas le détail ici, mais est-ce qu'il y a des différences par secteur d'activité ? Est-ce qu'il y a des différences par taille d'entreprise ? Est-ce qu'il y a des différences par usage, c'est-à-dire la pratique ou non de l'expérience collaborateur ? Même dans cette pratique-là, on a qualifié aussi un certain nombre d'entreprises de réfractaires. Elles ne le pratiquent pas, mais elles ne veulent pas le pratiquer. Pratiquer la démarche, mettre quelque chose en place sur la démarche. Et donc, vous avez évidemment tous ces regards différents. Alors, Rim me pose la question, pouvons-nous définir ce qu'on entend par expérience collaborateur ? Oui, avec plaisir. Je l'ai défini en introduction, mais peut-être que vous n'étiez pas encore là. Je l'ai fait au tout début, donc je vais juste le rappeler, mais peut-être en une phrase. C'est la somme des ressentis du salarié vis-à-vis de sa situation de travail. Donc, on est dans le domaine des perceptions. Qu'est-ce que le collaborateur ressent dans sa collaboration ? Expérience, collaborateur. Je parle bien de collaborateur, on pourra y venir après. Il y a souvent une traduction qui est l'expérience employée, qui est une traduction américaine. Je rappelle que les employés est un statut en France, qu'il y a moins d'employés que d'ouvriers ou que de cadres. Et donc, la notion d'expérience collaborateur couvre tout le champ salarial, mais va au-delà, tous ceux qui collaborent au projet d'entreprise.
En tout cas, nous, on a fait le choix chez Parlons RH de ne pas parler d'expérience salariée ni d'expérience employée, qui nous semblait très restrictif, mais parler d'expérience collaborateur. Ça inclut par exemple les stagiaires, les freelances qui pourraient travailler avec vous et tous ceux qui concourent à votre projet d'entreprise. J'espère que ça vous convient, Rim, comme réponse. Premier message, l'expérience collaborateur continue son fort développement. Deuxième message, certes, ça se développe, mais les DRH nous semblent plus croyants que bons pratiquants. Alors, qu'est-ce que ça signifie au-delà du jeu de mots et un peu de la punchline sur le sujet? C'est que, il y a, en fait, pour 4 éléments, il nous semble plus croyants que bons pratiquants. D'abord, on a une vision de l'expérience collaborateur qui est souvent passe-partout, qui est très généraliste. Si je prends, ça c'est le cadre de gauche, si je prends le deuxième résultat pour 4 entreprises sur 10, 4 DRH sur 10, l'expérience collaborateur, c'est toute politique RH qui place l'humain au cœur de la stratégie. C'est une vision trop, selon nous, généraliste. C'est un concept qui, là, embrasse tellement large qu'il ne définit plus rien. En revanche, la première définition, évidemment, nous semble être la meilleure. C'est une politique RH spécifique basée sur l'écoute, l'évaluation des besoins et l'amélioration des services RH à destination des collaborateurs. Donc, écoute, j'évalue, j'améliore et je réécoute, et je réévalue et je réaméliore. Il y a une notion de roue d'amélioration continue. Donc, premier élément, et en fait, tout ça, là, je vous sors un chiffre, mais tout ça, en fait, est conforté par un certain nombre d'échanges et d'analyses qualitatives, de focus group et d'interviews. L'expérience collaborateur, en fait, je la faisais déjà, hein, comme Monsieur Jourdain, et donc, en fait, j'ai le sentiment, en tant que DRH, j'en parlais pas avant, mais c'est un peu un nouveau concept. Oui, en fait, je le fais bien. Oui, je me soucie des collaborateurs. Là, il y a une vision un peu très globalisante qui fait que probablement que la statistique montre que les choses augmentent. Il conviendrait de circonscrire un peu plus la démarche à quelque chose de plus concret. C'est le premier résultat. Alors, moi, je me fais souvent un peu, comment dire, l'avocat du diable ou le père fouettard de ce qui ne va pas. Je vous ai présenté à l'instant le premier chiffre, une vision de l'expérience collaborateur passe partout, 41%. Mais 49%, qui est le premier résultat, est très positif. Donc, il y a toujours, sur l'expérience collaborateur, on verra qu'il y a toujours une dynamique de verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Ça dépend de ce qu'on regarde. Je vais mettre plutôt l'accent sur le verre d'eau à moitié vide, mais j'espère ne pas oublier le verre d'eau à moitié plein. Donc, les DRH sont plus croyants que bons pratiquants parce qu'ils ont une vision très généraliste. Le deuxième élément, plus croyant que bons pratiquants, on a une digitalisation en France qui est à la traîne. C'est-à-dire qu'on a un taux d'équipement digital qui est quand même, dans la majorité des entreprises, quelle que soit la taille et le secteur d'activité, en fait presque en sous-équipement pour des process de base de la fonction RH. Donc, même si on croit beaucoup au digital, et l'économie est en voie de digitalisation, la société est en voie de digitalisation, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est un constat. La fonction RH, elle, n'est pas totalement équipée. Je ne vous parle pas de la paie et de la gestion administrative du personnel, la gestion des temps et activités, mais je vous parle par exemple de la gestion de la formation. La gestion de la formation en France est particulièrement complexe. Et il y a encore un quart des entreprises de plus de 3000 salariés qui ne sont pas équipées de solutions digitales. C'est-à-dire qu'ils le gèrent sous Excel. C'est-à-dire que quand je parle de solutions digitales, je parle de solutions ad hoc, dédiées, pas de bureautique, pas de Word et de Excel. Quand je parle de gestion des entretiens, si vous les tracez sur Word et vous les mettez en PDF, je n'appelle pas ça de solution digitale. Et sur l'expérience collaborateur, qu'est-ce qu'on constate? Alors, je ne vous ai pas la liste de tous les process, mais la majorité des entreprises ne sont pas équipées. Je prends le premier point, mesurer la satisfaction des candidats au recrutement, qu'ils soient retenus ou non. Vous avez 21% des entreprises, c'est la barre jaune, des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur, qui ont mis en place une solution digitale sur le sujet, donc 79% qui ne l'ont pas fait. Et pour celles qui ne pratiquent pas, vous en avez 11% qui ont mis en place. On est dans une situation où quand même les problématiques de recrutement ne font que croître, et en fait, ce que ressent le candidat, on ne l'écoute pas. Pardon, on ne l'écoute pas et on ne s'en soucie pas.
c'est comme si vous teniez une boutique et que les clients, il y avait peu de clients qui rentraient dans la boutique et que ceux qui rentraient n'achetaient pas. Et qu'on n'interrogeait pas les clients dans la rue qui ne rentraient pas dans la boutique, ce pourquoi ils ne rentraient pas, ou on n'interrogeait pas l'expérience des clients qui rentraient mais qui n'achetaient pas. Les candidats, c'est exactement la même chose. C'est très surprenant qu'on ne se focalise pas plus que cela sur l'expérience du candidat, l'expérience recrutement. Et puis, vous avez d'autres indicateurs en dessous. Qu'est-ce qu'on peut constater? Deux choses sur le taux de digitalisation. D'une part, que la majorité des entreprises, qu'elles soient pratiquantes ou non, n'ont pas mis en place de solutions digitales pour un certain nombre de process. Mais d'autre part, et c'est là, ça va être plutôt positif, que les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur, c'est très flagrant ici, ont un taux de digitalisation qui est 2 fois plus élevé que les entreprises qui ne pratiquent pas l'expérience collaborateur. Comme s'il y avait un lien de causalité, au moins il y a un lien de corrélation entre je me soucie de ce que ressentent, perçoivent les collaborateurs et je suis équipé en solutions digitales. Donc, deuxième élément, on a encore une digitalisation qui est à la traîne et qui peut paraître surprenant parce que la France est assez en avance par rapport à d'autres pays européens, mais même mondiaux, en termes de dynamique d'innovation digitale. Vous avez par exemple le LabRH qui regroupe plus de 300 startups et qui propose dans tous les pans fonctionnels des innovations sans être tout le temps dans la disruption, mais au moins être dans des innovations digitales, dans le fait d'adapter nos process, nos outils au monde moderne. Est-ce qu'on aura, Virginie pose la question, merci Virginie pour votre question, n'hésitez pas les autres à poser aussi des questions sur le fond. Est-ce qu'on aura le support après la présentation? Oui, vous pouvez la télécharger, tout à fait, mais j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi télécharger le baromètre qui vous donnera des éléments complémentaires plus détaillés et plus précis que ce que je ne peux évoquer aujourd'hui avec vous. Donc, on a une démarche qui est lacunaire, avec une vision qui est trop généraliste, avec une digitalisation qui est à la traîne. Deuxième point, on a une pratique qui est parcellaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça, une pratique de l'expérience collaborateur parcellaire? Bon, allez, là, je vais commencer par le verre d'eau à moitié plein. 6 entreprises pratiquantes sur 10 ont bien compris ce qu'était la dynamique de l'expérience collaborateur, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. C'est pour ça qu'on le met en exergue. Et si on avait à la résumer en une petite accroche, si je puis dire, c'est écouter pour agir. L'expérience collaborateur, c'est j'écoute les besoins, les ressentis, les perceptions, les irritants, les frustrations, pour essayer de mieux y répondre dans le cadre d'un business model, qui est le cadre d'un business model d'entreprise, un cadre d'un business model RH. Ce n'est pas parce que tous les salariés pensent qu'ils sont mal payés qu'on va les augmenter de 20%, parce qu'on a des contraintes à la fois juridiques et économiques. Mais c'est écouter pour agir. Et les deux mots sont évidemment importants. Et c'est très bien que 6 entreprises sur 10 soient dans cette logique-là. En revanche, il y a pas mal d'entreprises, 4 sur 10, qui écoutent sans agir, en fait, qui ont beaucoup de thermomètres et qui constatent plus ou moins la maladie. Voilà. Donc, on a des thermomètres, on a des baromètres, on a des enquêtes, mais derrière, il n'y a pas d'action. Et puis, on a d'autres entreprises qui, elles, n'écoutent pas, mais agissent. Un petit peu comme tout à l'heure sur l'expérience candidat, où on préjuge de ce que ressent le candidat sans le solliciter. Donc, on va agir, on va optimiser notre process de recrutement sans s'assurer qu'on traite bien soit du problème, soit du levier d'amélioration de l'expérience candidat. Je pense comme ça à une entreprise qui travaillait beaucoup son expérience candidat et en même temps qui n'avait pas remarqué que le formulaire sur une candidature spontanée, c'était 20 pages de formulaire de site web, 20 pages. Donc, parfois, effectivement, on a besoin d'un peu de regard et de recul extérieur. Et je pense qu'on aurait sollicité n'importe quel candidat. Il aurait dit, votre formulaire, en fait, si j'arrive à la fin, embauchez-moi, peu importe le job, parce que c'est une opération commando et je suis un warrior de l'avoir terminé. Donc, on a 4 entreprises sur 10 pour lesquelles il y a un peu une marge de progression, pour le dire positivement, qui sont soit que dans l'écoute, soit que dans l'action, mais non systématique, non méthodologique, non processée. L'expérience collaborateur, c'est certes un concept, mais aussi c'est une pratique avec sa technique, avec ses process, et donc il convient de les mettre en place. Il ne s'agit pas, là je vous ai mis un stéthoscope, mais pour dire voilà, le but du stéthoscope, c'est pas de poser uniquement un diagnostic sans avoir de posologie, c'est pas d'avoir que la posologie sans diagnostic, c'est bien d'avoir les deux.
Chantal me pose la question suivante. Notez-vous les différences dans le secteur d'activité? Alors non, on note pas de différence de secteur d'activité dans l'ensemble des résultats. Alors pour chaque question, on a essayé de voir si il y a des différences notables et qui perdurent et qui permettent de mettre en exergue. Je vais vous prendre un exemple, qu'on pratique beaucoup moins bien l'expérience collaborateur dans le BTP que dans les télécoms. Eh bien non, il n'y a pas d'identité d'entreprise. Le secteur n'est pas un paramètre qui permet de qualifier des entreprises plus ou moins matures dans le domaine de l'expérience collaborateur. Nous, on arrive à ce résultat-là. Vous avez des gens qui sont réfractaires dans les télécoms sur l'expérience collaborateur. Vous en avez une autre qui, tout autant, qui sont pionniers, early adopters, si je puis dire, encore un anglicisme, dans le domaine du BTP. J'ai pris le BTP, ça peut être l'industrie, ça peut être d'autres secteurs. Alors, il n'y a pas de différence tranchée. Voilà. Et il n'y a pas de différence non plus parce qu'on regarde ça aussi en tendance, d'année en année, pour voir si un secteur se dégrade ou pas. Non. Alors, en revanche, dans le baromètre, de temps en temps, quand il nous semble, enfin, c'est pas il nous semble, mais quand on identifie une différence, on le met, mais parfois elle est très difficile à expliquer. Pourquoi dans la banque, finance, assurance, on serait un petit peu mieux sur l'expérience candidat et un petit peu moins bien sur l'expérience apprenant, par exemple, à l'issue d'une formation. Voilà, c'est quelque chose qu'on a on a peu d'éléments forts là-dessus. Je reviens à mon propos et je continue à prendre les questions juste après. Donc, troisième point dans ce petit thème de DRH plus croyant que bon pratiquant, une pratique parcellaire. On a aussi le rôle du DRH qui s'affirme progressivement, et ça, c'est plutôt une excellente chose. J'essaye de positiver, puisqu'on a 78% des DRH, 3 DRH sur 4, qui pensent que c'est bien à eux de porter la responsabilité de la démarche, et ce taux augmente d'année en année, c'est-à-dire que le ownership, le propriétaire, le leader de la démarche, c'est de plus en plus le DRH. Il n'y a pas si longtemps, le DRH nous disait l'expérience collaborateur, c'est super important, c'est stratégique, ça contribue à la performance de l'organisation, mais ce n'est pas à moi de le porter. C'est à tous. L'expérience collaborateur est l'affaire de tous. Alors oui, l'expérience collaborateur est l'affaire de tous, mais comme la communication, il n'empêche que même un sujet dont c'est l'affaire de tous, il convient d'avoir un porteur, quelqu'un qui en est l'aiguillon et qui donne les orientations, qui impulse, qui donne une méthode, une approche, un plan d'action, et c'est bien au DRH sur l'expérience collaborateur de porter le sujet. Donc on a encore presque un DRH sur 5, un DRH sur 4, entre les deux, qui pensent que ce n'est pas eux de porter le sujet, et là, je vous laisse voir si le verre d'eau est à moitié plein, à moitié vide, et quelle est la dynamique. On est plutôt sur une dynamique positive, et c'est tant mieux. Oui, alors vous avez raison, Chantal, je parle d'expérience collaborateur, je ne parle pas d'expérience agent. On n'a pas fait 2 baromètres différents. Alors, je précise juste votre question, pardon pour l'audience, pour tous les participants. Vous posez la question suivante, on parle d'expérience collaborateur dans les entreprises privées, mais qu'en est-il dans les administrations? De votre point de vue et de votre expérience professionnelle, pensez-vous que les administrations sont très en retard? Alors, statistiquement, déjà, notre baromètre, c'est vrai que ça s'appelle l'expérience collaborateur. Et même en termes de sémantique, les questions, elles sont plutôt posées pour le secteur privé. On a d'ailleurs que 10% d'entreprises du secteur public et parapublic répondant. On est un petit peu en deçà de ce qui conviendrait par rapport à la représentativité du marché. Donc, ça crée forcément un biais. D'expérience, alors statistiquement, il n'y a pas vraiment de différence dans le secteur public, dans notre baromètre. Juste d'expérience, donc ce n'est pas statistique, ce n'est pas forcément représentatif. Ce que je constate, c'est que les entreprises du secteur public, alors il faudrait qualifier quel secteur public, mais sont effectivement en retard, et sont même en retard, pas que sur l'expérience collaborateur, mais sur un certain nombre de techniques et de pratiques du management des ressources humaines, mais ont une volonté et une dynamique de développement largement supérieure à celle du secteur privé. Et ça, elle développe une énergie pour, d'une certaine manière, combler ce retard, et voire même devancer, que je trouve admirable et remarquable. Voilà. Donc, en tout cas, dans les entreprises que je côtoie.
J'ai bien vu, Valérie, votre question. Alors, je vous invite à la poser dans la boîte aux questions, parce que comme ça évite à notre modérateur, Dedovan, qui est ici, qui est chef de projet sur les webinaires, les visioconférences, de copier-coller votre question. Mais n'hésitez pas, je vais la prendre juste après votre question. Donc, quatrième point, une démarche encore lacunaire. On a des DRH qui sont plus croyants que bons pratiquants. D'une part parce qu'ils ont une vision généraliste, parce qu'ils ne sont pas forcément bien équipés en solutions digitales, parce que la pratique est parcellaire, on écoute sans agir, on agit sans écouter, et enfin parce que cette prise de pouvoir attendue n'est pas encore complète, il nous manque encore un quart des DRH, un cinquième des DRH qui se disent porteurs du sujet. Maintenant, qu'en est-il du management? Parce que c'était quand même un focus important sur cette thématique, le rôle du manager. Là non plus, je ne vais pas vous dérouler tous les résultats du baromètre, ils sont extrêmement nombreux sur le périmètre d'autonomie du manager en RH, etc. Chaque année, on pose une question sur les activités RH, comment vous les priorisez. Il y a peu de changements annuels. L'onboarding, c'est le grand tableau que vous voyez là. L'onboarding arrive toujours en première position, ce qui, moi, me paraît toujours très surprenant. Ça peut s'expliquer. Mais en fait, on veut d'abord créer une bonne première expérience à celui qui arrive. Et en fait, l'expérience du candidat, elle est moins bonne. Par définition, on s'en occupe moins. Donc, vous voyez qu'elle arrive en quatrième position. Et d'ailleurs, pendant la crise, le recrutement a diminué. On se souciait plus des salariés avec la gestion des carrières et de la mobilité qui arrive en troisième position. On a un classement qui est d'année en année toujours le même, à quelques petits changements près, effet de crise, effet de bord de la crise, si je puis dire, près. Qu'est-ce qu'on constate? Un, c'est qu'il y a très peu de différence entre les entreprises pratiquantes et les entreprises non pratiquantes dans ce classement-là. Deux, que la deuxième activité prioritaire pour les répondants de notre baromètre, la deuxième activité en priorisation pour l'expérience collaborateur est le management. Et ça, je dirais toujours. Ça, c'est le deuxième point. Le management est très haut dans les priorités, juste après l'onboarding. Et le troisième point, c'est qu'il y a quand même une différence notable, 16 points, vous voyez, entre les entreprises en jaune, ce sont les entreprises pratiquantes, en gris, les entreprises non pratiquantes, vous avez 16 points d'écart. Et ça nous donne le message suivant, c'est que, en fait, dans le passage à l'opérationnalité, dans la mise en œuvre de l'expérience collaborateur, parce que ce qui différencie les pratiquantes des non pratiquantes, c'est qu'il y en a qui ne pratiquent pas, désolé de faire de la redondance ou du pléonasme, mais il y en a qui ne pratiquent pas. Il y a comme une forme de prise de conscience qui s'effectue, c'est-à-dire que le manager, pour que l'expérience collaborateur vive au quotidien, il faut que le manager ait une place centrale, c'est ce que nous disent les entreprises pratiquantes, dans l'expérience collaborateur. À la fois comme cible de l'expérience collaborateur, eux-mêmes vivent quelque chose, mais bien sûr comme relais, comme courroie de transmission, sans qui l'expérience collaborateur ne serait pas opérante et performante. Ça, c'est un message extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les entreprises pratiquantes mettent vraiment en haut de leur centre d'intérêt, de leur priorité, les managers comme un paramètre, comme un élément majeur de bon fonctionnement de l'expérience collaborateur. Et c'est un des résultats, alors on le retrouve ici, mais on le retrouve dans le baromètre sur différentes questions. Karine me pose la question suivante. Si le DRH reprend le flambeau, quel est selon vous le rôle de la com interne dans le déploiement de la démarche? Alors, je ne voudrais surtout pas ouvrir un débat entre la com et la RH, et est-ce que la com interne est du domaine de la RH, mais la com est un métier, etc. Surtout pour un dirigeant d'agence de communication et de marketing. Mais je pense que l'expérience collaborateur n'est surtout pas de la communication. Voilà. Et bien sûr qu'il faut communiquer, bien sûr qu'il faut partager, bien sûr qu'il faut expliquer. Parfois, d'ailleurs, c'est contrainte et pas uniquement que ce qui est positif. Mais l'expérience collaborateur n'est pas uniquement dans le domaine de la communication. Et je crois qu'il faut... l'expérience collaborateur, comme je l'ai dit, c'est l'affaire de tous. Mais quand on dit c'est l'affaire de tous, c'est un peu comme un ouvrage qui a fait, à mon avis, beaucoup de mal à la fonction RH, qui est tous des RH. Non, on n'est pas tous des RH. Non, les managers ne sont pas des RH. Au même titre que les communicants ne sont pas des RH. Au même titre que les DRH ne sont pas assez communicants. Et probablement d'ailleurs que les managers, eux, ne sont pas assez communicants et pas assez RH. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut forcément prioriser les populations à qui on s'adresse dans l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, c'est une démarche marketing.
à qui je m'adresse, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs frustrations, et comment j'y réponds de manière contrainte. Et quand je dis à qui je m'adresse, on peut dire aux salariés, mais en fait, quand on dit aux salariés, on pourrait sous-segmenter. Quels salariés? Les jeunes, les moins jeunes? Ah, là, on prend un critère d'âge. Alors, les femmes, les hommes? Critère de genre. Les salariés en situation de handicap, les autres? Ceux qui viennent d'arriver? Ceux qui vont partir? Ah, là, c'est encore une autre notion de temporalité. Les salariés du siège? Les salariés des autres établissements. Ah, les cadres. On peut être non-cadre et au siège, évidemment. Les cadres et les non-cadres, même si c'est un peu, comment dire, une vision un peu has-been les cadres encadrants, c'est-à-dire les cadres qui ont du management, les cadres encadrants. Vous voyez qu'on peut avoir tout un ensemble de paramètres de segmentation, mais il ne faut pas que ça soit guidé par le code du travail. C'est-à-dire, on ne segmente pas une population parce que la loi nous le demande. Il faut le faire, bien évidemment. Mais la démarche d'expérience collaborateur, c'est de segmenter en fonction des attentes et des besoins. Et donc, cela entraîne une forme de priorisation des populations à qui on va s'adresser. Est-ce qu'on va d'abord s'occuper des salariés en front office qui génèrent une expérience, on espère, une expérience client positive, ou d'autres salariés qui concourent plus positivement à la chose? Il faut bien, en fait, serrer un certain nombre d'ensembles pour ne pas embrasser la démarche, et c'est ça qui est compliqué dans la démarche d'expérience collaborateur, c'est que c'est une démarche globale, systémique. Il faut presque tout faire. Si vous faites qu'une expérience d'onboarding, mais ça va être très déceptif. Vous avez une super expérience d'intégration, et après, le salarié, il se retrouve dans l'entreprise, et qu'est-ce qui se passe? On ne se soucie plus de son expérience? Donc, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut tout faire, et il faut tout faire pour tout le monde. Et moi, je vous invite juste à prioriser, au travers d'une démarche marketing, pour adresser certaines populations. Pardon, je fais ce long développement pour répondre à Karine, c'est que je pense qu'une des cibles principales de la démarche d'expérience collaborateur doit être le manager. J'oublie pas vos autres questions, Zouir, etc. Je vais y revenir. Doit être l'expérience collaborateur. Pourquoi? Ça me fait de très bonne transition avec la suite. Un élément essentiel de résultat d'enseignement de ce baromètre, c'est que oui, le manager est central et stratégique, pour utiliser un mot un peu galvaudé, pour la démarche d'expérience collaborateur, mais c'est le parent pauvre de l'expérience collaborateur. Alors d'abord, rappelons que le manager, il a quand même été soumis, les managers ont été soumis à une forme de tension extrêmement forte pendant la crise. D'une part, comme tout salarié, comme vous et moi, voilà, ça nous a tous affectés, mais en plus, il devait porter d'une certaine manière l'affection de son équipe, se soucier de chacun de ses collaborateurs, sans avoir forcément beaucoup de moyens supplémentaires. Il devait passer au management à une organisation hybride, avec du télétravail, qui était plutôt d'ailleurs du confinement, du téléconfinement, avec tout d'un coup, il devait se passer au télémanagement, il n'était pas avec de la formation à distance. Bref, il a été vraiment très affecté par la crise. Sortie de crise, on lui demande « le monde a changé, bon, maintenant, ça serait bien de t'adapter, d'avoir un management moderne, de souci de l'expérience des collaborateurs, parce que leur perception, c'est super important. » Ça, c'est un peu le bas, je dirais, le bas de la hiérarchie qui lui met une pression là-dessus en disant maintenant, moi, je veux du télétravail et être autonome et responsable et pouvoir décider mes horaires tout seul et pourquoi pas ma rémunération. Et en même temps, en haut, sans forcément toujours donner un certain nombre de moyens, on lui dit ça serait bien de nous adapter toute l'organisation. Mon propos est évidemment un peu schématique, mais en gros, ces grands messages que les managers nous disent, c'est OK, je suis entre le marteau et l'enclume, et c'est encore plus violent qu'avant. Ce qui d'ailleurs peut expliquer une part de la crise des vocations. Il n'y a pas si longtemps, être manager dans une grande organisation, c'était un peu le Graal de la carrière. Maintenant, vous regardez les différentes études, qui veut être manager? De moins en moins de personnes. Hein. Donc ça diminue, c'est pas forcément il n'y a pas une aspiration au rôle de manager. Ce rôle-là est très polymorphe et très complexe. Je vois le temps qui passe, je suis désolé, il est 11h39, on prendra un petit peu plus de temps sur les questions, donc je vais finir mon propos pour pouvoir prendre un certain nombre de questions. En fait, quand on regarde quelles soient les entreprises pratiquantes ou les entreprises non pratiquantes, ce qu'elles ont mis en place pour écouter l'expérience spécifique des managers, parce que si on dit qu'ils ont eu un rôle particulier, très peu ont mis en place quelque chose. Alors, celles qui ne pratiquent pas, je dirais qu'elles n'ont rien mis en place, c'est normal, elles ne pratiquent pas, elles n'ont pas envie, elles n'y croient pas. Mais celles qui pratiquent l'expérience collaborateur, vous voyez qu'elles sont
39% à avoir mis en place des outils et des procédures dédiées, et puis donc 60%, non, plus de 60%, 61%, non, rien. Donc c'est très surprenant, là aussi on est dans une forme d'injonction paradoxale, de dire les managers sont super importants, est-ce que je fais quelque chose de spécifique pour eux? Non. Ou en tout cas, je ne suis pas outillé, je ne suis pas structuré pour. Moi, ma conclusion, c'est qu'il faut ménager les managers, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de symétrie des attentions dans la démarche d'expérience collaborateur, comme si c'était un peu monolithique. C'est-à-dire que, OK, le salarié doit se comporter pour générer une bonne expérience client. On parle de symétrie des attentions vis-à-vis du client, mais en gros, on attend d'un collaborateur qu'il se comporte d'une certaine manière vis-à-vis d'un client, de manière attentionnée, de manière proactive, à l'écoute, de manière personnalisée. Et l'expérience collaborateur, c'est une forme d'éthique de la réciprocité et de bon sens. C'est que si on veut que le collaborateur se comporte comme ça, quand il se retourne vers l'organisation, on doit se comporter de la même manière. Si le collaborateur, on lui dit « fais ce que je dis, pas ce que je fais », ça crée une dissonance cognitive et donc ça génère une moindre satisfaction du collaborateur, mais donc du client. C'est la symétrie des attentions. Si vous voulez créer une expérience client exceptionnelle, créez une expérience collaborateur exceptionnelle. Mais on oublie que la symétrie des attentions, c'est une symétrie des attentions en cascade ou par effet domino. Quand le collaborateur se retourne vers l'organisation, il se retourne vers qui? En fait, il se retourne vers deux grands types d'acteurs. Il se retourne d'abord vers son manager. Et donc, il dit à son manager, si tu veux que je me comporte d'une certaine manière, toi, tu dois te comporter vis-à-vis de moi de la même manière. De manière attentive, proactive, attentionnée, sur mesure. Et le manager, lui aussi, il est en droit de se retourner vers l'organisation, vers son propre management et vers les fonctions support pour dire, mais si vous voulez que je me comporte, moi, en tant que manager, de manière attentionnée, proactive, sur mesure, vis-à-vis de mon collaborateur qui doit lui-même se comporter de la même manière vis-à-vis du client, comportez-vous vis-à-vis de moi de la même façon. C'est une symétrie en cascade. Si on rate l'expérience manager, d'une certaine manière, on aura un gros caillou dans la chaussure en permanence, voire pas de place pour mettre le pied dans la chaussure. J'ai dit qu'il y avait deux grandes fonctions qui étaient vers lesquelles le collaborateur se retournait. Vous avez le management ou son manager de proximité, et vous avez bien sûr les fonctions support. La principale fonction support vers laquelle il se retourne, c'est la fonction RH. Et donc, il se retourne vers la fonction RH en disant, vous voulez que je sois un comportement, que je génère une expérience client sur mesure, proactive, etc. Ce sont que des exemples. Et la fonction RH se doit de se comporter vis-à-vis de lui de la même manière, de façon proactive, personnalisée. Quand il fait une demande pour un congé paternité, si on lui répond un mois après, on est en dissonance cognitive, c'est-à-dire on ne se comporte pas vis-à-vis de lui comme il, lui, devrait se comporter vis-à-vis du client. Et la fonction RH est au même titre que le manager, elle est en droit, parce que la fonction RH, ce sont des hommes et des femmes, elle est en droit de se retourner vers l'organisation pour se dire, mais en fait, moi aussi, je dois avoir une bonne expérience de collaborateur RH. Donc, vous voyez là, le côté domino, effet cascade, c'est une symétrie, ce n'est pas une symétrie des attentions, ce sont des symétries des attentions. Dernier propos, et après je prends toutes les questions. En fait, l'expérience collaborateur, elle dessine une forme de ligne de fracture entre deux types d'entreprises. C'est ce qu'on constate. Ce qu'on a qualifié de réfractaires, et puis les pratiquants et les futurs pratiquants. Les réfractaires, ils sont 14% cette année, ils étaient 15% l'an dernier, c'est très stable, c'est ceux qui disent « je ne pratique pas l'expérience collaborateur, je ne veux pas la pratiquer, je n'y crois pas, il n'y a aucun intérêt à écouter les collaborateurs, aucun intérêt à accompagner les managers, aucun intérêt à adapter mon organisation au monde moderne ». En gros, c'est ça. C'est quand même une entreprise sur 7. Hein. Je crains fort que le virage de la modernité ne soit pas pris par ces dernières et qu'elles risquent évidemment la sortie de route. Elles sont rigides et résistantes au changement, pour ne pas dire averses au changement. Elles ont une organisation très traditionnelle du travail, très pyramidale, très hiérarchique. Elles considèrent le lien de subordination comme un lien de lecéité, c'est-à-dire comme un lien juridique. Vous avez un contrat de travail, ok, tu exécutes. On est dans une démarche donc hiérarchique avec un travail le plus souvent qui est posté en présentiel. Et le manager, je pense que le meilleur qualificatif, c'est plutôt le chef de service. Et la dernière roue du carrosse, il doit exécuter un certain nombre de tâches, dont celle de manier le mieux possible la carotte et le bâton. Ça, ce sont les réfractaires.
On a de l'autre côté les pratiquants et les futurs pratiquants. Heureusement, c'est la majorité, mais il n'y a pas si longtemps, elles étaient une minorité. Elles sont très agiles et résilientes, en tout cas plutôt agiles. Elles cherchent à cultiver cette forme d'agilité. On a une organisation du travail qui n'est pas encore totalement hybride, mais qui est en voie d'hybridation, notamment sur l'organisation du temps et du lieu de travail. On a un lien de collaboration qui est un lien social. S'il y a des freelances, parfois, ils sont considérés comme faisant partie du collectif, des freelances, des intérimaires, des stagiaires. On essaie de créer un cadre un petit peu plus large, des partenaires. On est donc dans une dynamique collaborative, même coopérative. Il y a plus de flexibilité horaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les salariés sont plus engagés de 12 points par rapport aux autres. Ce n'est pas neutre. En fait, il y a 12% de salariés plus engagés et 10% de salariés, enfin, il y a moins de 10% de salariés moins engagés. Et enfin, les managers sont considérés comme de véritables courroies de transmission à qui il faut donner les moyens, mais parfois on ne leur donne pas. Voilà une des grandes conclusions de l'enquête et de la dynamique de baromètre. Il nous reste quelques minutes et je suis désolé, j'étais un peu long, je pensais que j'aurais été plus court sur cette présentation. Je vais maintenant prendre les questions, si vous voulez bien, n'hésitez pas. A-t-on des indicateurs pour mesurer l'impact d'une bonne expérience collaborateur? Alors, c'est très compliqué, mais on peut poser la question de l'expérience collaborateur, c'est les perceptions. Il n'y a pas un indicateur magique, comme si vous mesurez la température, vous avez effectivement, ça se mesure en Celsius. Je ne sais pas en quoi se mesure la bonne expérience collaborateur. Ça peut être aussi, il peut y avoir des indicateurs qui varient un peu d'une entreprise à l'autre en fonction du cadre culturel. On parle du INPS, donc du Net Promoter Score. Il y a des choses très intéressantes là-dessus. Il y a donc le degré de recommandation d'un collaborateur, son degré de satisfaction. Moi, je crois plutôt à un ensemble d'indicateurs. Je pense que avant d'être dans l'outil, il faut être dans la volonté, dans l'expression de cette volonté de déployer l'expérience collaborateur et donc d'avoir une vision cible globale. Selon vous, Amélie pose la question, selon vous, quelques actions clés pour une expérience collaborateur réussie? Alors, il y a deux choses dans votre question. C'est comment je déploie une expérience collaborateur ou comment je fais en sorte qu'elle réussisse une fois qu'elle est initiée. Dans le déploiement, comme disait ma grand-mère, l'escalier se balaye par le haut, c'est-à-dire qu'on doit faire preuve d'exemplarité tout en haut de l'entreprise. On ne peut pas générer une bonne expérience collaborateur auprès du client si l'équipe de management, les dirigeants, le CODIR, le COMEX, n'ont pas chevillé au corps, ou en tout cas ne partagent pas la même vision de l'expérience collaborateur et la nécessité d'y aller. Donc c'est une vraie démarche d'entreprise et on constate juste à l'évidence que ça marche mieux quand ça part d'en haut. En fait, ça part d'en haut, mais ça se construit d'en bas. L'expérience collaborateur, l'escalier se balaye par le haut, mais il se construit par le bas. C'est une démarche, un escalier qui se construit par le haut, ça ne marche pas. Et il se construit aussi marche par marche, tant que j'y suis. Il se monte marche par marche, c'est-à-dire il y a une forme de progressivité dans la démarche. Donc, le rôle indispensable de l'expérience des managers, pour vous répondre à Amélie, c'est qu'il faut d'abord cultiver une bonne expérience manager et il faut se préoccuper des interactions du manager avec l'organisation pour bien se préoccuper des interactions du collaborateur avec l'organisation. Et l'autre chose, se préoccuper, et c'est un peu bizarre quand je dis ça, mais il faut se préoccuper de la bonne expérience des collaborateurs RH. On ne peut pas leur demander de générer une bonne expérience collaborateur dans toutes les missions qui leur incombent si on ne se préoccupe pas d'abord d'eux. Et c'est très compliqué pour un DRH d'arriver à son CODIR en disant il faut qu'on s'améliore sur l'expérience collaborateur, on va d'abord prendre des moyens pour s'occuper de mon équipe parce que c'est par là que tout commence. Mais pourtant, je pense que c'est ce qu'il faut commencer. C'est par ça qu'il faut commencer. Et dernier point sur l'expérience collaborateur réussie, il faut à la fois faire preuve d'enthousiasme visionnaire, c'est-à-dire de bien poser sa vision cible globale, quelle est l'expérience globale que l'on vise, ça c'est un premier point, et en même temps faire preuve de pragmatisme, mais c'est un peu le grand écart de la fonction RH. Je me projette dans le long terme, mais il faut bien que j'agisse progressivement, comme de toute fonction de toute façon, progressivement pour atteindre cette vision cible. Désolé d'être un peu générique, je vois toutes les questions et je voudrais quand même pas trop en louper. Je vous propose de faire encore 5 minutes. Je regarde Denovan qui me dit oui de la tête, mais d'un air oui, mais pas plus. Donc on va prendre encore 5 minutes.
François pose la question, d'après les entreprises que vous rencontrez, pensez-vous que le sentiment d'appartenance, la création d'events, de challenge, d'une com interne de RSE puisse améliorer l'expérience collaborateur? Un item était... Alors, non, il n'y a pas un item qui ressort plus que l'autre. Vous allez avoir des entreprises qui vont pouvoir créer une bonne dynamique d'expérience collaborateur en améliorant les conditions de travail, mais pas forcément en améliorant le sens ou la cohésion. Et ça, c'est vraiment parce que c'est ce que vous évoquez, c'est vraiment propre à chaque entreprise, à chaque ambition d'entreprise, d'où vous allez, enfin d'où vous partez et où vous allez. Et quelles sont les attentes de vos collaborateurs? Il y a des collectifs très variés. Il y en a certains, pour créer une bonne expérience collaborateur, vous leur donnez une prime, ça suffit. Je suis très schématique, encore une fois, c'est réducteur. En fait, c'est souvent multifactoriel, l'expérience collaborateur, heureusement. Et propre à chaque... L'expérience collaborateur, je le redis, pardon, je ne l'ai peut-être pas assez explicité, elle est propre à chaque individu. Elle est spécifique à chaque personne. Vous prenez 2 collaborateurs, vous leur faire vivre la même expérience, vous verrez qu'ils n'ont pas du tout les mêmes ressentis. Un va avoir trouvé génial le fait qu'il y ait des plantes vertes, l'autre va dire moi je suis allergique. Ou j'aurais préféré avoir un beau bureau plutôt qu'un bel ordinateur. Donc c'est très variable. Non, il n'y a pas d'axe qui remonte plus que d'autres. Est-ce que c'est le développement des compétences? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le leadership? Est-ce que, et donc l'inspiration que peut entraîner les dirigeants? Est-ce que c'est le sens qui a été travaillé? Est-ce que c'est l'orientation que prend l'entreprise? Est-ce que ce sont les conditions matérielles? Alors c'est évidemment tout un faisceau d'éléments, mais quel est le faisceau, quel est l'axe qui prédomine? Ça dépend vraiment d'une entreprise par rapport à l'autre. Tissaman probablement. Est-ce qu'il y a une relation entre la digitalisation RH et la réussite de l'expérience collaborateur? Votre avis sur l'expérience collaborateur dans le secteur public? Alors, l'avis sur l'expérience collaborateur dans le secteur public, je l'ai donné précédemment, et sur la relation, j'ai dit qu'il y avait un lien de corrélation, mais pas forcément un lien de causalité. Est-ce que les entreprises ont une bonne digitalisation parce qu'elles ont une bonne expérience collaborateur, ou elles ont une bonne expérience collaborateur parce qu'elles ont un bon équipement digital? On n'a pas la réponse par rapport à ça. Par contre, on sait que les deux vont de pair. C'est ça qui me semble important. Est-ce qu'il y a une relation entre... Est-ce que François... Allez, une dernière question. Nicolas me pose la question suivante. Le baromètre fait-il un zoom sur le sujet de la flexibilité du temps de travail? On parle beaucoup de la semaine de 4 jours sur l'expérience collaborateur. Si oui, est-ce à ce sujet un sujet? Alors, c'est un sujet évidemment important, extrêmement important, puisque tout ce à quoi on assiste, en fait, c'est un changement de notre rapport au travail, notre rapport à l'entreprise et notre rapport au management. Notre rapport au temps de travail sur toute la durée de la vie, notamment en fin de carrière et à la retraite, ça change beaucoup en ce moment. Notre rapport sur la durée du travail hebdomadaire, notamment la journée de 4 jours. Notre rapport aussi à l'indemnisation du travail. Les règles d'indemnisation en France ont changé chez Pôle emploi. Donc, c'est tout notre rapport au travail qui change, et les réponses demandent à être trouvées, en fait. Elles ne sont pas dans le Code du travail aujourd'hui. D'ailleurs, le Code du travail devra certainement fortement évoluer les prochaines années pour pouvoir répondre à cette évolution-là. Donc, je vous réponds d'abord juste à la dernière question. Si oui, est-ce un sujet important? Oui, c'est un sujet important. Est-ce que le baromètre, cette année, fait un zoom particulier sur la flexibilité du temps de travail? Non. En revanche, il l'a fait l'an dernier, pour voir quels étaient tous les dispositifs qui avaient le privilège à la fois, ou la préférence plutôt, des DRH, et qu'est-ce qui était en place, etc. Donc, dans le baromètre 2022, vous avez bien un certain nombre qui était un sujet, un focus sur la flexibilité organisationnelle. On n'était plus large, pas que horaire, du temps de travail. Voilà, je ne voudrais pas trop déborder parce que je vois Denovan qui me fait des gros yeux. Il a parfaitement raison, il est dans son... il y avait une super question, Emmanuel, sur le lien entre marque employeur et expérience collaborateur. Malheureusement, ça sera, j'espère, l'objet d'un prochain visioconférence. Vous avez été extrêmement nombreux à participer à cette visioconférence. Je vous en remercie chaleureusement. Merci à toutes et tous qui avaient posé des questions. Je vous invite évidemment à retélécharger notre baromètre et à continuer à nous challenger sur les réseaux sociaux, à nous poser des questions, à exprimer vos attentes. Le but, c'est que vous ayez une bonne expérience avec Parlons RH. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont dans la région Nord, je vous donne rendez-vous mardi
pour une conférence sur quel sujet? L'expérience collaborateur. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.